Bonsoir. Bienvenue dans cette série de vidéos que j'ai décidé de donner à la jeunesse africaine. Oui, parce qu'actuellement, il est question de l'Afrique. Vous voyez comment toutes les grandes puissances se bousculent en Afrique. Se bousculent pour chercher quoi? Nos richesses. Nous avons le plus grand continent de la planète. Nous avons le continent le plus riche de la planète. La deuxième grande forêt dans le monde, c'est en Afrique. Et pourquoi la population africaine vit en dessous du seuil de la pauvreté? On parle de plus de 80%. Et nous savons que la pauvreté est un état d'esprit. Ça, ne nous cachons pas. Mes jeunes frères, quand on parle de changer de mentalité, ça veut dire que la mentalité que nous avons depuis des millénaires, elle est négative. Et nous savons très bien que nos conditions de vie reflètent notre mentalité. Bon, il est question, quand on parle de mentalité, nous, dans notre tête, on parle de l'atelier mental. Dans un atelier mental, comme dans un atelier ordinaire, prenons l'exemple de l'atelier de couture. Dans un atelier de couture, il y a un maître couturier qui a dans son atelier une machine ou bien plusieurs machines. Donc quand vous lui donnez le tissu, il vous coud vos habits sur mesure. Dans un atelier de menuiserie, il y a un chef menuisier avec ses apprentis, mais aussi avec des machines. Quand vous lui donnez le bois, il vous fait des meilleurs meubles. Il y a un artisan dans un atelier, il y a un artisan qui a des outils bien futés, bien limés. Quand vous lui donnez un bon bois, il vous taille une sculpture comme vous voulez. Mais qu'en est-il dans notre atelier mental? C'est un atelier qui doit fabriquer quelque chose. Et dans notre atelier trône le mental. Ce que nous ne savons pas est que ce mental est là, c'est nous qui devions être le chef, c'est nous qui devions lui donner du travail. Mais quand c'est lui qui nous commande, ça veut dire que nous sommes identifiés à notre mental. Un peu comme je disais, si vous donnez la voiture à quelqu'un qui ne connaît rien dans la notion de la conduite ni de la mécanique, de deux choses l'une, ou cette personne va dans la rigole ou elle cogne. C'est comme ça notre mental. Quand nous ne sommes pas maîtres de ce qui se passe dans notre tête, nous sommes identifiés à notre mental. Et quelle est la machine dans notre atelier mental? Quelle est la machine? Et pour faire quoi? La machine, c'est notre subconscient. Notre subconscient, doté d'une imprimante. Vous comprenez que notre subconscient, c'est lui qui imprime nos conditions de vie. Bien sûr, quand on programme bien notre subconscient. Parce que notre subconscient est comme un super ordinateur, un supraordinateur naturel, doté d'une intelligence naturelle et d'une conscience. D'abord, c'est plus conscient que le nôtre. C'est pour ça que le subconscient est supérieur à notre conscience, à nous. Et ce subconscient est l'intermédiaire entre nous et l'intelligence infinie. L'intelligence infinie qui est à l'origine de la loi de l'évolution. L'intelligence infinie qui est à l'origine de nous-mêmes, de notre propre corps, parce que nous vivons dans un corps que nous ne maîtrisons pas le tout, que nous ne sommes même pas les maîtres de tous les organes qui fonctionnent dedans. Bon, pour bien me faire comprendre, pour bien expliquer comment fonctionne notre mental, comment est-ce que nous devons programmer notre subconscient pour qu'il puisse nous donner des conditions de vie meilleures, je voudrais vous expliquer. Je voudrais prendre un exemple. Comme on dit que l'exemple vaut mieux que la leçon, je voudrais vous expliquer comment j'ai utilisé mon subconscient pour effacer un désir que j'avais au préalable, imprimé dedans inconsciemment. C'était le désir de fumer. Et pour soigner une maladie, on cherche toujours comment est-ce que cette maladie est arrivée. Comment est-ce que j'étais devenu accro au tabac? Dans les années 70, il y avait Bastos avec son fameux slogan « Bastos toujours jeune ». Alors, nous, tout petits, on rêvait de fumer parce qu'on pensait que fumer devait nous maintenir toujours jeunes. Nous avons tellement désiré de fumer, même comme mon papa refusait, ne voulait jamais voir fumer, on se cachait, on roulait les papiers pour fumer. Alors, ce désir étant très intense, votre subconscient capte ce désir parce que vous savez, quand vous désirez quelque chose, vous êtes dans des émotions positives et c'est le langage du subconscient. Un désir de fumer très intense fait réagir le subconscient. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut fumer. Le corps n'aime pas le tabac. Le tabac est nocif pour le corps. Bon, il attend. Vous insistez, vous insistez, vous insistez. Le subconscient est là pour répondre à vos besoins. Il est fait selon votre volonté. Il est fait selon votre foi. Alors, quand vous insistez, qu'est-ce que le subconscient fait? Il accepte votre désir. C'est graduellement, c'est petit à petit. Il accepte un peu. Maintenant, quand vous fumez la première cigarette, vous toussez. Parce que le corps n'est pas habitué. Vous toussez. C'est la réaction du corps de refuser
cette fumée toxique d'entrer dans l'organisme. Vous toussez, mais quand vous insistez, et vous avez l'influence de vos grands frères, de la publicité, de la mode de l'époque, vous insistez, le subconscient ouvre graduellement la voie, la fumée passe un peu, c'est-à-dire vous tirez le un quart de la fumée. Vous aspirez le un quart et vous rejetez, vous êtes content. Vous êtes content parce que vous avez réussi à tirer une bouffée de fumée. Vous êtes très content. Et cette excitation-là anime le subconscient à ouvrir graduellement les vannes pour que la fumée passe. Deuxième bâton de cigarette, vous faites passer les 2 tiers. Troisième, c'est comme ça que vous fumez, vous aspirez, vous fumez. Vous sentez cette sensation, ça vous procure de la joie. Vous êtes aussi comme les autres. Dans les anniversaires, dans les balles de jeunes, nous, on fumait. On imitait même les westerns. On mettait le phosphore sur le talon de nos chaussures. Et puis, les bûchers d'allumettes, on le claquait sur le talon et on fume. On fait sortir la fumée des deux côtés. On est très content. Mais seulement, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire à notre propre organisme. Alors, une fois que le subconscient a graduellement augmenter le volume d'acceptation de la fumée, il augmente, voilà que vous tirez une bouffée, ça ne suffit plus, il faut tirer 1, 2, 3 bouffées avant de vous sentir à l'aise. Et continuellement, vous commencez à fumer bâton sur bâton avant de vous sentir à l'aise. Il faut toujours plus. De façon que vous devenez accro au tabac. Viennent maintenant les conséquences. En tout temps, le corps réagit. Comment le corps fait? Le corps sécrète des anticorps. Cette mauve gluante là, c'est des anticorps que le corps sécrète pour nettoyer le poumon. Quand vous toussez, ça sort, c'est devenu brunâtre parce que c'est de la nicotine. Vous ne comprenez pas. En tout cas, vous êtes déjà accro, vous fumez. Et la toux, régulièrement, vous toussez, régulièrement, la nicotine touche le poumon. C'est pas bien, c'est de l'asphalte. Et une fois que la toux devient grave, le corps vous signale qu'il y a danger. Il vous signale par la fièvre. Comprenez que c'est vous le maître, c'est vous qui avez demandé ce désir de fumer. Le corps ne fait que respecter votre volonté. Alors, il réagit par la fièvre, ça ne va pas. Vous partez consulter un médecin, il vous dit, monsieur, vous fumez. Le tabac est en train de détruire vos poumons. Mais vous ne savez plus comment arrêter. Le docteur dit, ne fumez plus. Vous dites, oui, docteur, vous sortez. Le désir est très fort. Vous fumez, vous êtes devenu accro, vous ne savez plus. Vous avez programmé quelque chose que vous ne savez même plus comment le déprogrammer, si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Plus vous fumez, plus le corps réagit tant que faire se peut. Les poumons sont exposés. Vous continuez à tousser, vous ne voyez plus le même docteur parce que vous avez honte. Vous vous cachez même pour fumer. Parce que vos amis savent déjà que le docteur vous a interdit le tabac. Vous vous cachez pour fumer. Et après même, vous devenez nerveux quand quelqu'un vous surprend en train de fumer, vous devenez nerveux. C'est toi qui m'achètes ça, c'est toi qui me contrôle, c'est toi qui... Et ainsi de suite. Mais quand c'est déjà très grave, la fièvre, la température est grave, vous toussez, on vous amène à l'hôpital. Le docteur vous consulte et vous dit, vous êtes prédisposé au cancer de poumon. Si vous voyez les paquets de cigares aujourd'hui, toutes ces photos de poumons aigris sont là. Mais on fume. Parce qu'on ne sait plus comment arrêter. On a programmé un subconscient qui, lui, il est fait selon votre foi. Ça, c'est vous. Vous ne savez plus comment arrêter. Alors, c'est comme cela que j'ai eu la chance d'acheter un bouquin qui m'apprenait dans les années 80 comment programmer mon subconscient. Et si, pendant que vous fumez, pour ceux qui ont eu un sursaut d'orgueil et arrêter comme ça brusquement de fumer, le subconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il met pause. Il met pause. Cela veut dire qu'il y a pénurie de cigarettes dehors. Alors il attend. Vous avez insisté, vous avez fait peut-être un mois, on vous a soigné, vous avez retrouvé la forme et tout. Et puis, voilà, les meilleures émotions reviennent, vous allez au bal de jeunes. Il y a la fumée, il y a la danse, tout. Allez, l'odeur de la cigarette arrive, le subconscient se réveille. Ah, il y a le tabac. Il ouvre encore les vannes. Il annule la pause, il ouvre. Vous voilà, vous rechutez. Vous fumez bâton sur bâton, bâton sur bâton, bâton sur bâton. La maladie devient grave. Vous n'y pouvez rien. Vous attendez, vous dites, ah, on s'en fout. Même le bébé qui meurt là, il a fait quoi? Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous essayez de vous convaincre. Vous vous mettez à fumer. Et qu'est-ce qui se passe? Pour mon cas, j'ai eu la chance de tomber sur un livre. Comment programmer son subconscient pour réaliser ses désirs. Alors je l'ai lu. Pendant longtemps, j'ai compris.
C'était vraiment très simple. Quand je vais vous dire, vous allez dire, donc c'est seulement ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il fallait aller donc remonter. Pourquoi est-ce que j'ai fumé? J'ai été influencé par la mode, par la publicité. Et j'ai nourri un désir qui a influencé mon subconscient et il a accepté. Cette fois-ci, c'est simple. Vous prenez un bâton de cigarette. Vous parlez, on appelle ça des autosuggestions. C'est-à-dire que vous méditez sur ce bâton de cigarette. Vous donnez des ordres bien précis, c'est-à-dire vous programmez votre subconscient. Vous lui dites, je ne veux plus de ce cigarette, je ne veux plus de ce tabac, je ne veux plus de cette nicotine. Elle m'intoxique, c'est du poison pour moi, je ne le veux plus. Une fois que vous avez dit comme ça, soyez conscient, soyez franc, soyez sincère. Une fois que vous avez dit comme ça, vous mettez le feu, vous fumez. Mais cette fois-ci, la sensation de fumer, il faut que vous utilisez ça pour visualiser, c'est-à-dire pour vous voir en train d'être congratulé par vos proches. Vous voyez, on appelle ça la visualisation. Imaginez-vous comment vos proches vous félicitent, comment ils vous encouragent, comment ils vous apprécient, comment ils vous demandent comment est-ce que tu as fait pour ne plus fumer. Sentez ça réel. Vous savez, quand vous déclenchez des émotions, exactement comme les émotions que vous avez quand vous fumez, vous faites toujours réagir le subconscient. Qu'est-ce qu'il veut? Il a pris conscience que le tabac n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Insistez. Si vous fumez 20 bâtons de cigarette par jour, et que dans les 20 bâtons de cigarette par jour, vous faites une courte méditation, ça c'est une visualisation de moins d'1 minute. Ayez dans l'esprit, dites, je ne veux plus de ce tabac. Ce sont des autosuggestions. Vous pouvez être dans une salle de conférence, personne ne vous entend. Ce sont des autosuggestions. C'est comme ça qu'on programme son subconscient. Une fois qu'il a capté, vous allez même souvent oublier de lui dire. Si vous commencez à faire votre programmation le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième jour, vous allez voir qu'au 6e jour, si vous commencez à fumer à 6 heures, au 6e jour, c'est à 7 heures, vers 7 heures, 8 heures que le désir de fumer vous arrive. Et vous allez voir le soir qu'en dormant, si vous fumez vos 20 bâtons par jour, vous allez voir que dans votre paquet, il va rester des cigarettes. Si vous l'appliquez franchement, 1 mois c'est beaucoup, mais disons 1 mois. Vous avez 1 mois, qu'est-ce que le subconscient fait? Il va à l'inverse. Il referme ce désir de fumer graduellement. Il efface, il efface, il efface, il efface, progressivement jusqu'à remettre à 0. C'est comme ça que le 20 novembre 1990, je n'ai plus fumé un seul bâton jusqu'à ce jour. Et l'odeur de la cigarette ne me dérange pas. Donc mon corps est revenu comme c'était avant le tabac. C'est très important. Si vous voulez suivre la série de vidéos pour savoir comment programmer son subconscient et sortir de la pauvreté émotionnelle et financière, essayez de pratiquer ce que je vous dis. Si vous ne fumez pas, cherchez quelqu'un qui est accro et qui veut ne plus fumer. Je vous en prie. Cherchez la personne, dites-lui, faites-lui voir cette vidéo et dites-lui de faire. Même si la personne est sceptique, qu'elle fasse. Vous allez voir que à la fin, il ne va même plus se rendre compte. Pardon. Elle ne va même plus se rendre compte qu'elle fumait avant, la personne. Je vous en prie, voilà la série de vidéos que je vais faire pour expliquer le fonctionnement du subconscient. Comment est-ce que j'ai dit au début que nos conditions de vie reflètent notre programmation à notre subconscient. Je vous remercie. La prochaine vidéo, c'est expliquer pour l'obésité. Parce que si je ne le dis pas, vous risquez de faire la même chose sur l'obésité. Et si vous dites que la nourriture est toxique, vous allez avoir cette maladie qu'on appelle l'anorexie. Si vous avez vu ce documentaire des filles qui voulaient maigrir pour être mannequin, par autosuggestion, le corps a finalement arrêté tout désir de manger et sont devenus squelettiques. On a pu sauver quelques-unes.